Amis d'électronique, bonjour. Il y a quelque temps, un internaute m'a envoyé un petit mail pour me poser une question pour savoir quelle méthode je préconisais pour adapter un capteur qui donnait une tension, on va dire, continue de 0 à 5 volts sur un système de mesure, hein, c'était un Arduino ou un ESP, un truc comme ça, alimenté en 3,3 volts, donc il voulait avoir une entrée de 0 à 3,3 volts. Je me suis dit que c'était une occasion de montrer déjà voilà, comment on calcule ce genre de choses, et aussi comment l'utilisation d'un tableur peut considérablement faciliter ce genre de calcul. Moi, je suis pas un fan des maths. Les maths, c'est indispensable, hein, c'est un outil de modélisation extraordinaire et dont on peut pas se passer dès qu'on veut faire de l'électronique et de la conception un petit peu sérieuse. Mais justement, l'utilisation d'un tableur, ça permet des fois d'éviter de faire des équations et des machins. On rentre les formules brutes de fonderie là-dedans et roule ma poule. Ça calcule tout. Alors, voyons ça ensemble. Allez, je vous refais une petite explication à l'ardoise magique. Alors, le problème que posait cet internaute, c'était quoi? Il avait un capteur ici qui donnait une tension et l'entrée d'un système, alors je trouve que c'est un ESP32 ou un Arduino ou un truc comme ça. La tension de sortie de ce capteur allait de 0 à 5 volts et celui-ci était alimenté en 3,3 volts. Donc, quelque part, le problème, simplement, était de comment il passait de ce signal de 0 à 5 volts, on va dire, on va simplifier, à un signal ici de 0 à 3 volts. Voilà. Le problème à la base, il est comme ça. Alors, pour bien déjà comprendre ça, il faut regarder un petit peu plus en détail, c'est quoi ici un capteur qui donne une tension comme ça. On peut le modéliser en gros par un générateur de tension, on va dire parfait, en série avec une résistance, ici qui est la résistance interne de ce capteur. On pourrait appeler ça l'impédance de sortie, mais ici on va raisonner en continu, on peut parler de résistance. Donc en gros, ça revient à avoir un générateur ici de tension avec une résistance interne nulle, c'est-à-dire qui serait potentiellement capable de fournir un courant infini, donc avec cette résistance interne. De même, l'entrée ici peut aussi être vue comme une entrée qui est branché sur une résistance qui va être, on va dire, l'impédance d'entrée. Donc là, pareil, on continue, on va dire, la résistance d'entrée du système de mesure. Voilà. Donc l'idée, c'est comment on fait pour résoudre ça. Une idée qui vient tout de suite à l'esprit, pourquoi pas, hein, ce serait de faire ça et de calculer ici une résistance qui, en faisant tout ça, fera un diviseur de tension de telle façon à ce que quand on est 5 volts ici, on est 3 volts là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dans le cas présent, c'est une très mauvaise idée qui est quasi infaisable. Alors pourquoi c'est quasi infaisable? Parce que la résistance d'entrée de l'Arduino, mettons, elle est très grande, elle est supérieure à plusieurs gigohms, vu que c'est en quelque part c'est la grille d'un fait, mais c'est une résistance qui n'est pas précise du tout, on la connaît pas du tout avec précision, elle varie énormément avec la température, elle est probablement pas linéaire. Enfin voilà, c'est quelque chose qui ici n'est pas possible. Mais on a de la chance. On a de la chance, pourquoi? Parce que cette résistance, elle est très très grande. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que si on met en parallèle dessus, ici, une résistance, on va pouvoir fixer quelque part la résistance d'entrée, sachant que celle en parallèle ici sera négligeable. De toute façon, il y a une autre chose ici qu'il faut voir, c'est que la résistance d'entrée, elle est justement tellement grande que les capacités parasites de l'entrée, hein, c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais sont telles que d'attaquer avec ici des résistances d'entrée de l'ordre de 1 gigohm, ça ferait de toute façon des intégrations, des bêtises. Donc là, on peut fixer, on va dire, la résistance d'entrée à peu près ce qu'on veut, et généralement, une bonne pratique, hein, sauf si on a des besoins spéciaux, on peut fixer ça aux alentours de 10K, c'est la valeur qui généralement va bien. Donc, on peut dire qu'on a résolu un petit peu le problème de l'entrée. Maintenant, comment on va calculer ici cette résistance-là? Pour calculer cette résistance-là, il faut connaître celle-là. On se retrouve comment, quelque part, avec un classique pont diviseur, dont la branche en haut est constituée de cette résistance R et de RI, et la résistance en bas là, on va dire de la résistance d'entrée, hein, qu'on a ramené ici à 10.
Donc pour bien calculer cette résistance-là, eh ben, il faut connaître celle-ci. Il va falloir connaître la résistance d'entrée. Et soit on la connaît parce que le datasheet, la doc le donne, et à ce moment-là c'est relativement facile, soit on la connaît pas et il faut la mesurer. Donc le problème se résume à dire, toujours, j'ai un générateur ici parfait, ici j'ai une résistance interne que je ne connais pas, et justement je veux connaître sa valeur. La technique la plus simple va consister déjà à mesurer à vide la tension qu'il y a ici. On va l'appeler vide. On va l'appeler V vide. La tension ici à vide. Et pour la mesurer, on va prendre un multimètre ou un voltmètre qui a une très grande résistance d'entrée. Tellement grande qu'on va considérer qu'elle est négligeable par rapport à RI. Et ça nous donnerait cette tension. Ensuite, pour connaître la résistance, alors il y a plusieurs techniques. Il y en a une qui est bien, mais qui est potentiellement destructrice, qui consiste à trouver ici la valeur de la résistance, où on a par exemple la tension ici est égale à V vide sur 2. Si on arrive à ça, eh ben on sait que la résistance qu'on aura mis là est égale à la résistance interne. Alors le problème de faire ça, c'est que si c'est une résistance interne qui est assez haute, on peut le faire sans danger, mais imaginons que c'est une alimentation qui a une résistance de sortie qui est très faible, on peut en faisant ça dépasser le courant max que peut fournir la sortie et potentiellement l'endommager. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre ici une résistance, je veux dire, assez haute, mais de telle façon à ce qu'on puisse mesurer ici une baisse de sortie importante. Donc, on peut commencer par exemple, pourquoi pas, à mettre, je sais pas moi, 1K. Avec 1K, il y a quand même peu de chances qu'on endommage ici le système de sortie et mesurer la tension qu'on a à ce moment-là en sortie. Voilà, on va voir ensemble comment avec un tableur, sans donc aller faire des maths compliquées, on peut très facilement résoudre ce genre de choses. Donc là, j'ai utilisé Excel, on peut prendre d'ailleurs n'importe quel tableur. Donc l'idée, ça va être de rentrer déjà, on va dire, les valeurs que l'on connaît. La première valeur que l'on connaît, la tension à vide, que l'on peut facilement mesurer, comme je l'ai dit, en ne mettant pas de charge et en mesurant avec un voltmètre à haute impédance la tension de sortie de la source. Et on peut mettre sa valeur, mettons qu'on mesurera ici 5 volts. Ensuite, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la résistance de charge, vu que c'est celle que l'on met. Et ici, on va dire... Putain, il est chiant Excel là de me changer ça. On connaît la résistance de charge, vu que c'est celle que l'on met en sortie. Par exemple, ici, 1 kΩ. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la tension que l'on mesure à la borne de la charge, vu qu'on la mesure avec un voltmètre. Donc là, on va dire c'est U charge. Voilà. Et mettons par exemple qu'on mesurerait ici 4 volts. Donc voilà les données que l'on connaît, la tension à vide, la résistance de charge, la tension en charge. Maintenant, ce qu'on peut pouvoir calculer très facilement, c'est le courant qui passe dedans. En effet, la loi d'Ohm me dit que U égale RI, donc quelque part que I ici est égal à U, c'est-à-dire U charge divisé par R à l'autre. Alors pour simplifier les formules, je conseille de ici définir des noms de façon à ce que dans les formules, on voit les noms des valeurs plutôt que les références de cellules, ce qui va rendre la compréhension meilleure. Donc voilà, ici j'ai défini des noms. Ce qui fait que maintenant, je peux donc dire que le courant est égal à la tension mesurée en charge divisée par la résistance de charge. Voilà, ici ça me donne donc le courant. Lui-même, je peux aussi lui définir ici un nom, on va dire CI. Et maintenant, maintenant c'est très simple. Parce que une fois qu'on a ça, finalement, maintenant, pour connaître la résistance que l'on cherche, R interne, nous allons appliquer la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, elle me dit quoi? Elle me dit que cette résistance-là, multipliée par le courant, me donne la différence de tension entre les deux. Donc pareil, ici, vu que je cherche ça, donc R est égal à U sur I. Donc ici, U, c'est quoi? C'est la tension à vide moins la tension en charge, et le tout divisé par I. Et voilà, maintenant, j'ai le long calcul de la résistance interne. Donc voilà, là maintenant, on peut faire un peu de présentation. Voilà, on peut mettre des beaux titres. Ici, mettre le résultat que l'on cherche en rouge, en gras. Et à partir de maintenant, j'ai plus qu'à faire ici les mesures.
plus on aura une différence et une précision sur la mesure de la charge, ici, est importante. Donc si on ne connaît pas la résistance interne, bah, si on met 1000 et on voit que la tension ici change pas trop, on peut très bien changer de valeur. Hein. On peut mettre ici ce qu'on veut. Mais voilà, hein, vous avez vu là le principe. Pour vérifier que c'est bon, hein, si la tension en charge est égale exactement à la moitié de la tension d'alimentation, eh bien c'est que la charge est égale à la résistance interne, et c'est bien ce qu'on voit ici, comme ça. Donc voilà, on voit que sans faire des maths compliquées, des équations, quoi que ce soit, hein, quasiment, en appliquant bêtement la loi d'Ohm, et grâce à un petit tableur comme ça, on peut très facilement déterminer la résistance interne d'un système. Maintenant, procédons en fait de la même manière pour calculer notre pont diviseur. Donc là, encore une fois, bon là, je ne vais pas tout détailler, mais j'ai fait le même système. Donc là, j'ai créé ici la tension de sortie à vide, la résistance interne, donc on peut avoir calculé, hein, bon, prenons par exemple ici 250 ohms. La résistance R2, comme on a vu ici, elle est fixée, mettons à 10K, de façon à avoir une impédance d'entrée ici qui ne joue pas trop avec les capacités d'entrée. La tension que je veux avoir ici pour 5 volts en entrée, c'est ici 3 volts. Et maintenant, bah, de la même façon, on peut calculer le courant. Donc le courant, dans la mesure où on connaît la tension ici, on connaît cette résistance-là, on voit que le courant, c'est 1 divisé par R2. Et la formule là, de la résistance que l'on calcule, et bah, pareil, elle est très très simple. Hein. En gros, c'est la chute de tension ici aux bornes divisé par le courant moins la résistance interne. Ce qui nous donne ici donc la valeur de 6417 ohms. Alors le problème c'est que 6417 c'est pas une valeur juste. Donc si on veut quelque chose de très précis, on peut imaginer de mettre ici une résistance variable, mais d'un autre côté, on peut refaire le calcul inverse. C'est-à-dire maintenant, on va ici dire voilà, si je mets une valeur ici plus standard, combien ça me fera exactement? Et ça me permet de voir l'erreur. D'ailleurs, ici, on peut regarder l'erreur en faisant la tension ici moins celle-là. Voilà, et là par exemple, je vois que si je prends la valeur normalisée la plus proche, qui est de 6200 ohms, eh ben, ça me fera une erreur de 40 millivolts. À voir si c'est acceptable ou pas pour l'application. Ici, par contre, voilà, si je prends la valeur normalisée 6800, voilà, ça me fait ça d'erreur, et ainsi de suite. Alors d'un autre côté, maintenant, grâce à ce simulateur, on peut aussi faire toutes les variations qu'on veut. On peut se dire, ouais, voilà, maintenant, est-ce que j'aurais pas une meilleure combinaison en mettant 12K ici? Voilà, on peut essayer ici des valeurs normalisées sans rentrer dans des calculs. Par exemple, là, si on change R2 pour une valeur de 18K, ce qui serait encore ici acceptable, et on voit que là, à ce moment-là, R1 fait 12K et qu'on n'a plus qu'une erreur de 25 millivolts. Enfin voilà, on peut faire un petit peu après toutes les simulations. D'un autre côté, on voit aussi le courant ici qui passe. Donc là, on voit quand même qu'il est très faible, hein, vu qu'il est de l'ordre de 0,16 mA. Mais voilà, si on voulait par exemple avoir quelque chose de très faible consommation, il n'y a rien qu'interdit de monter encore R2, dans la mesure où celle-là est très très grande. On pourrait imaginer qu'on la met par exemple à 180K. Voilà, si on met 180K et ici on met 120K par exemple. Voilà, et en même temps on voit qu'on a une erreur encore plus faible. Et cette erreur, pourquoi elle est de plus en plus faible? Parce que d'un autre côté, la résistance interne là devient très faible aussi par rapport à celle-là. Et là, voilà, on voit qu'on a un courant extrêmement faible. Maintenant, plus la résistance ici d'entrée sera haute aussi, plus on aura une impédance d'entrée, je dirais, élevée, donc plus aussi potentiellement on sera sensible aux parasites. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé. Je reviendrai, hein, je pense, encore d'autres fois, hein, pour vous montrer l'utilisation d'Excel, on va dire, pour faire de la conception électronique. Et on verra que ça permet de faire énormément de choses, de regarder des tolérances, de faire des résolutions graphiques d'équations très très facilement. Enfin bon, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Tiens, Maurice, qu'est-ce qui se passe? Pincette te parle toujours de mariage. Oh là 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 là. Et toi, tu comprends pas, tu te demandes ce qui pousse les hommes à demander la main des femmes.
Eh ben, c'est peut-être simplement qu'ils en ont marre d'utiliser la leur. Enfin, pour toi, Romain, tu t'y connais. Que le grand tablator calcule tous vos schémas et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.